Bonjour, merci de nous rejoindre sur la plateforme Au cœur de la marine pour ce nouveau numéro de La Ligne Bleue, une émission où nous souhaitons analyser, raconter et débattre avec nos invités sur les grands enjeux de la marine. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le contre-amiral Benoît Grison, qui est l'autorité de coordination des affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement. Avec lui, nous allons nous pencher sur la saga de la propulsion nucléaire navale dans la marine nationale. Car oui, aujourd'hui, sous-marins et porte-avions confondus, pas moins de 10 bâtiments de la marine sont propulsés et tirent leur énergie de réacteurs nucléaires. Peu de marines dans le monde peuvent se targuer de maîtriser à ce niveau la propulsion nucléaire. Cela est également rendu possible par un tissu industriel unique qui place la France comme un des pays à la pointe dans ce domaine, et ce n'est pas près de changer. Amiral, mes respects. Bonjour Bruno. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire votre FIM, la fameuse fiche d'information du marin, pour en apprendre un peu plus sur vous et puis mettre un peu les bases du sujet dont nous allons débattre. Eh bien, donc, je suis rentré dans la marine en 1988, à l'école navale, ce qui fait plus de 35 ans maintenant, et à l'époque avec l'intention de devenir ingénieur atomicien sur sous-marin. Ce qui m'a amené finalement dans un parcours un peu cohérent jusqu'au poste que j'exerce aujourd'hui. Et ma carrière a été pas mal rythmée par le fait nucléaire, puisque, et on en reparlera, la marine est nucléaire. Et donc j'ai d'abord passé une première partie de ma carrière, à peu près un gros tiers de ma carrière, dans des postes opérationnels, dans des postes de soutien technique en relation avec les chaufferies nucléaires et les sous-marins. Et ce qui m'a permis d'acquérir les bases, l'aisance dans ce domaine, ce qui est une chance, parce que exploiter des installations nucléaires, c'est finalement assez rare. Et puis, dans un deuxième temps de ma carrière, après l'école de guerre, j'ai accédé à des fonctions un peu plus diversifiées, un peu plus larges. Donc en état-major central au niveau de la marine et de l'état-major des armées, dans des domaines plus opérationnels, dans des domaines de grands programmes. Et le fait nucléaire n'était finalement jamais très loin. Parce que quand on parle de programmes de sous-marins, de porte-avions plus récemment, on parle évidemment de nucléaire. J'ai eu également l'opportunité de servir 2 ans en Nouvelle-Calédonie, dans la base navale de Nouméa, au contact des bateaux et des marins, pour les soutenir et pour assurer l'efficacité de la réalisation des missions de la marine. Et puis, plus récemment, depuis 6 ans maintenant, je suis venu dans un poste, dans des fonctions un peu centrales et transverses sur le nucléaire dans la marine. Et j'ai d'abord été responsable du bureau qui s'occupe de la maîtrise des risques et en particulier de la sécurité nucléaire. Et cela pendant 3 ans. Et en 2021, je suis devenu autorité de coordination pour les affaires nucléaires en charge de l'ensemble des installations nucléaires de la marine pour le compte du chef d'état-major de la marine. Très bien. Eh bien écoutez, vous m'avez justement permis de ne pas dérouler mes fiches. C'est 10 fois mieux que ce soit vous qui l'ayez prononcé. Alors justement, derrière cet intitulé, se cachent des enjeux vraiment structurants pour la marine. Donc ma première question est simple. Le quotidien d'Alnuc, c'est quoi? Alors le quotidien d'Alnuc, c'est d'exercer par délégation du chef d'état-major de la marine, qui est l'exploitant, c'est juridique, il est l'exploitant des installations nucléaires. Donc le chef d'état-major de la marine est le responsable et j'exerce par délégation ses attributions en matière de coordination, de vérification, de maintien de la sécurité nucléaire. C'est-à-dire faire en sorte que nos installations nucléaires, qui sont essentielles, précieuses, ne soient pas source de nuisances, à la fois pour nos concitoyens, c'est évidemment la première obligation, et puis pour l'environnement, et également pour les marins eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui revêt différents volets, des volets de maintien technique en état des installations, et dans ce cadre-là, en relation avec les différents services de la marine, dont le SSF qui s'en occupe, cela consiste à s'assurer que les mesures de sécurité nucléaire sont bien effectives dans la maintenance, et ça consiste également à être en mesure de répondre à des situations non conformes, des situations non prévues.
pour faire en sorte que la sécurité nucléaire soit toujours maintenue. Alors justement, ça m'amène à vous poser la question, quels sont les grands enjeux qui entourent votre fonction? Alors, les grands enjeux qui entourent ma fonction, comme je vous le disais, finalement, ils tiennent d'une part à l'efficacité de nos moyens, c'est-à-dire mettre en œuvre des installations nucléaires de manière efficace, ça veut dire de façon fiable et sûre, par voie de conséquence, cela conduit à prendre toutes les mesures pour s'assurer que les produits radiologiques qui se trouvent dans nos chaufferies ne soient pas dispersés en dehors du confinement dans lesquels ils sont maintenus en permanence. Alors une question un peu plus personnelle, en tant qu'homme et marin, comment faites-vous pour gérer toute la complexité autour de cette fonction? Alors la première chose, c'est que je ne suis pas seul. Tout seul, je ne sais finalement pas faire grand-chose. Je travaille en relation avec d'abord les autorités de la marine qui mettent en œuvre les moyens, nos bateaux, nos sous-marins. Je travaille en relation avec les services qui les entretiennent. Et donc, chacun dans sa ligne d'eau participe au maintien de la sécurité nucléaire et est au cœur de ces problématiques particulières. Et mon rôle est un rôle de coordination. Et puis, évidemment, autour de moi, j'ai des équipes qui sont compétentes dans différents domaines. Le domaine de la sûreté nucléaire, le domaine de la radioprotection, le domaine de la gestion de la crise nucléaire, le domaine des grands programmes, des préparations des programmes en lien avec nos partenaires de la DGA. Donc finalement, le moyen, c'est comme dans un bateau. Le commandant n'est jamais seul et donc je travaille avec une équipe, je travaille avec des gens qui sont compétents et qui m'apportent tout leur savoir, leurs compétences pour être en mesure de régler les problèmes qui se présentent. Sur un bateau, le commandant n'est jamais seul, mais c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui prend les décisions. Je prends les décisions par délégation de mon patron, qui est le chef d'état-major de la marine. Dans certains cas, évidemment, il peut y avoir discussion entre moi et mes subordonnés ou entre le chef d'état-major de la marine ou le major général de la marine et moi sur certains sujets. Mais évidemment, je porte la possibilité et le choix de la décision. Alors, avant que nous évoquions un peu plus le sujet de la propulsion nucléaire, je vous propose qu'on regarde un petit sujet qui dresse le portrait de Victor, dont le quotidien sur sous-marin est la propulsion nucléaire. Je m'appelle Victor, j'ai 25 ans, je viens de Nantes et je suis rentré dans la marine en 2015. Mon métier est électricien et je suis second maître. J'ai fait un bac SSVT, un DUT en génie électrique et informatique industrielle à Nantes, puis une licence en électronique. Ensuite, je me suis engagé dans la marine pour travailler dans le nucléaire. Ouais, du coup, pour les relevés, 4,7 moins 18,8. Je suis électricien de la zone avant du bateau et je suis chargé de la surveillance des installations sous la supervision du central. RCV ouvert. Avoir un réacteur nucléaire à bord d'un sous-marin, c'est quelque chose qui me paraissait inimaginable et c'est pour ça que ça me passionne. Et c'est pour ça que prochainement, je vais suivre une formation pour devenir atomicien. Tourne un petit peu, incline là. Travailler à bord d'un sous-marin, c'est forcément contraignant dû au manque d'espace, mais je découvre tous les jours des petits endroits où je ne pensais pas pouvoir aller. Dans un sous-marin, notre principale inquiétude, c'est l'incendie et la voie d'eau. Et à chaque quart, nous nous assurons, via des rondes d'étanchéité et des rondes de sécurité, de l'absence de départ incendie et de départ de voie d'eau. Lors de ces rondes, nous devons être très rigoureux dans la surveillance des paramètres et dans ces variations afin de détecter tout défaut éventuel qui pourrait subvenir. Lorsque nous sommes coupés du monde pendant quelques mois, je retrouve avec tout l'équipage une nouvelle famille. 8006, intervention. Lors des avaries ou pendant les exercices incendies, tout le monde a sa place et c'est là où on sent le véritable esprit d'équipage du bateau. Je suis redevenu électricien. Depuis que je suis rentré dans la marine, j'ai gagné en autonomie, en maîtrise de moi, j'ai pris des responsabilités et maintenant, dans la vie de tous les jours, je me sens plus ouvert aux autres. Il faut bien débuter un jour. Ah ouais, j'ai direct.
Alors, c'est un univers évidemment que vous connaissez bien. Vous avez une réaction sur ce que vous venez de voir? Écoutez, je crois que, en fait, ce qu'on peut un petit peu constater à travers ce témoignage, c'est qu'on retrouve dans un sous-marin un certain nombre d'exigences. On a parlé de sécurité incendie, de sécurité de la navigation, sécurité par rapport au risque des voies d'eau, ce qui est une sorte finalement de communalité avec la sécurité nucléaire. Il y a un enjeu permanent de sécurité dans lequel chaque marin joue un rôle essentiel. Donc Victor joue un rôle essentiel et il a bien compris cet esprit et finalement il est au début d'un parcours d'atomicien vraisemblablement et donc il va y apporter toute son expérience, toute son envie d'exceller et de maintenir la sécurité d'abord dans un navire puis après éventuellement dans d'autres cadres. Alors le nucléaire, c'est toute une histoire. À votre avis, pourquoi la France a-t-elle fait ce choix à une certaine époque? Alors la France a fait ce choix dans les années 50, très tôt, parce qu'on s'est très vite rendu compte, en voyant la marine américaine, les Américains se projeter vers la dissuasion, qu'on ne pouvait pas faire de dissuasion océanique sans une propulsion nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années 50, la France, la marine, et puis ce qui sont les ancêtres de la DGA et du CEA tels qu'ils sont aujourd'hui, avait lancé un projet qui était le projet Q244, qui consistait à mettre au point un sous-marin à partir de finalement pas de précurseur, pas de prototype. Et cette aventure s'est soldée par un échec en 1959, mais pour autant elle a été fondatrice parce qu'elle a permis d'avancer énormément sur le volet de la propulsion nucléaire et elle a permis aux ingénieurs qui travaillaient sur ces sujets de se convaincre qu'il fallait faire un prototype à terre. Et donc 10 ans après les Américains, on a construit un prototype à terre qui était un modèle francisé des technologies mises en œuvre par les Américains. Donc c'était un prototype à terre, un réacteur à boucle, comme on en a eu sur nos premiers SNLE. Et ça s'est fait assez vite. Et ça nous a permis, quelques années après, le prototype à terre a divergé en 1964. Ça nous a permis en 1967 de lancer le programme des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc le Redoutable. Et en 67, lancement de ce programme, et puis 71, admission service actif et première patrouille en 72. Donc propulsion nucléaire, finalement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dissuasion sans propulsion nucléaire. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Alors, de manière un peu plus concrète, selon vous, quels avantages offre l'atome pour faire fonctionner un porte-avions ou un sous-marin? Eh bien, l'atome, il offre tout d'abord une réserve d'énergie à échelle des missions que l'on réalise qui est infinie d'une certaine manière. Il permet de réaliser des missions extrêmement longues, sous l'eau, sans avoir besoin de revenir à la surface de la mer pour éventuellement recharger des batteries. Donc on comprend, c'est une source d'énergie. Et ensuite, ça offre un certain nombre d'autres avantages qui ont été développés dans les générations successives de réacteurs, avec une technologie française qui est une spécificité, les réacteurs intégrés, dans lequel on est sorti du système de réacteurs à boucle, qui était avec des excroissances de circulation de fluide primaire. On a placé le générateur de vapeur au-dessus de la cuve. Eh bien, cette technologie-là offre d'énormes avantages. Elle est encore plus fiable, plus silencieuse, relativement sûre, et donc c'est un atout considérable. Elle est compacte, donc elle peut rentrer dans un sous-marin, et donc c'est un choix assez fondateur qui a été fait dans les années 70. En 75, on lançait cette chaufferie, et aujourd'hui, c'est les descendants de cette chaufferie qu'on trouve dans tous nos bateaux. Comment s'articule la propulsion nucléaire? J'imagine qu'il doit y avoir tout un tas d'étapes. Alors, vous voulez dire dans la construction? Dans la construction. Alors, évidemment, alors, il y a beaucoup d'étapes. C'est la marine qui est le futur utilisateur, a une expertise dans ce domaine, mais ces programmes, ils sont évidemment conduits aujourd'hui par la délégation générale pour l'armement.
Et c'est des programmes qui se déroulent sur de nombreuses années. Hein. Si je prends le cas des sous-marins type Suffren qui sont admis au service actif successivement ces temps-ci, la mise au point de ces bateaux, c'est environ 12 à 15 ans. Donc c'est des ébauches, des avant-projets qui prennent en compte tout un tas d'aspects, dont évidemment le volet nucléaire, qui lui est sous la maîtrise d'ouvrage du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en partenariat avec la DGA, et qui va donc permettre de délivrer une chaufferie adaptée aux besoins opérationnels du navire que l'on construit. Donc c'est de nombreuses années de travail et après ça une réalisation extrêmement exigeante par l'industriel qui est le seul sachant le faire pour la marine, qui fait aussi tous nos bateaux, Naval Group. Alors justement, au-delà de la construction, quel rôle jouent les industriels dans le cycle de vie des réacteurs ? Alors les industriels concepteurs de la chaufferie, donc pour la chaufferie en particulier c'est Technicium et Naval Group et l'intégrateur d'ensemble, eh bien ils jouent un rôle pendant toute la durée de vie de nos chaufferies parce qu'ils sont ceux qui l'entretiennent. La marine fait entretenir ses chaufferies et ses bateaux par les industriels qui les ont fabriqués. Donc on les retrouve pendant toute la vie des bâtiments, pendant les 20 ans, 30 ans de vie des bâtiments, aux côtés des marins pour entretenir leur chaufferie. Alors si on élargit un peu le spectre, quels impacts peuvent avoir la propulsion nucléaire au sein de la marine elle-même ? Parce que j'imagine que c'est la mise en place de toute une organisation. Ouais, alors, absolument. Comme je vous le disais tout à l'heure, la marine en fait est nucléaire. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur de la marine. Mais la marine, elle a 11 bâtiments à propulsion nucléaire, enfin plus ou moins avec ceux qui rentrent et ceux qui sortent du service. Elle a 12 chaufferies, elle a des installations de soutien à terre dans chacun des grands ports que vous connaissez, Brest, Cherbourg, Toulon, Lille-Longue. Et donc, elle a une organisation également pour mettre en œuvre à la fois les bâtiments, les installations à terre, pour vérifier l'ensemble des conditions qui permettent de réaliser toutes les différentes opérations en rapport avec ces installations. Et donc, c'est d'abord finalement une organisation structurée, ramifiée dans toute la marine, pour prendre en compte le fait nucléaire. Et ensuite, ce sont des experts. Donc on a vu l'exemple de Victor qui est embarqué sur un sous-marin, enfin bientôt atomicien. La marine, c'est 850 personnes experts, donc de niveau technicien supérieur ou ingénieur, qui sont des spécialistes de la propulsion de l'atome. Il y en a aussi d'autres qui interviennent dans le domaine des armements, mais sur le domaine de la propulsion nucléaire, ils sont à peu près 850. Quasiment les 2/3 sont embarqués. Et un certain nombre d'entre eux exercent des fonctions dans l'environnement, dans le soutien des bâtiments à terre. Et sur ces 850, environ 3/4 sont des officiers mariniers, 1/4 des officiers. Donc c'est la perle dont on ne peut pas se passer pour mettre en œuvre la propulsion nucléaire, ce sont les hommes. Alors, on le disait en introduction, l'avenir des forces sous-marines et celle du prochain porte-avions s'écrira avec la propulsion nucléaire. Qu'est-ce que ça implique à court, moyen et long terme pour la marine ? Alors, ça implique en premier lieu que la marine, dans les programmes, fasse part de son expérience d'utilisateur, d'opérationnel de ces bâtiments et des chaufferies en particulier, pour confronter, renforcer les opportunités, les différentes solutions techniques qui sont mises en œuvre par la DGA. Ça impose ensuite que l'on construise ou que l'on rénove ou que l'on entretienne les installations à terre qui vont servir ces navires. Donc comme la base de Lille-Longue, que vous connaissez probablement, qui est une base qui a été construite dans les années 70 pour la mise en service, pour le début des patrouilles de la dissuasion. Donc on travaille actuellement sur la base sous-marine de Toulon et il y aura évidemment un travail à faire pour pouvoir accueillir le futur porte-avions nucléaire à Toulon. Donc il faut donc une sorte de, je dirais, de back-office pour traiter les installations nucléaires. Et puis ensuite, il faut se préoccuper du maintien de nos compétences et du maintien en nombre suffisant, en qualité et en quantité d'atomiciens pour armer toutes ces futures chaufferies. Et c'est un challenge extrêmement important. C'est aujourd'hui
comme de nombreuses autres fonctions un peu critiques dans les armées, un enjeu central. Alors ça, c'est la dimension RH qu'on va aborder un petit peu plus tard. C'est ça, hein, Absolument. Absolument. Je voudrais savoir quelles sont les grandes échéances qui vont, dans les années à venir, accompagner la filière nucléaire. Alors, si on parle de programme, hein, donc de navires, les grandes échéances sont d'abord celles à laquelle on assiste en ce moment. Les sous-marins type Suffren rentrent en service et les sous-marins type Ruby sont progressivement retirés du service. Donc, c'est une transition qui s'opère à peu près entre 2020 et 2030. On prépare à partir de 2035 l'arrivée du futur sous-marin nucléaire de lanceur d'engins, donc le sous-marin lanceur d'engins de 3e génération. Et puis on prépare pour un tout petit peu après la mise en service du futur porte-avions, donc en 2038. Donc les grandes échéances, ce sont celles-là, et elles sont sous-tendues par d'autres échéances de préparation d'infrastructures, par d'autres échéances de rénovation, évidemment, qui continuent sur les sous-marins et sur les bâtiments en service, comme les arrêts techniques majeurs du porte-avions. On prépare un arrêt technique majeur du porte-avions Charles de Gaulle pour 2027-2028. Les successions d'entretien majeurs sur les SNLE qui se poursuivent, et donc jusqu'à la mise en service des prochaines générations. Donc il y a un travail continu, une sorte de roue de maintien de notre patrimoine, je dirais, nucléaire, et tout ça pour garantir à la fois la disponibilité, la fiabilité, mais aussi la sécurité nucléaire, pour se mettre à la page de certaines modifications qui sont appelées par les évolutions de la sûreté, comme on peut en rencontrer dans le domaine civil. Après Victor, je vous propose un autre petit sujet. Nous allons maintenant nous immerger dans le temple du savoir de la marine en termes nucléaire, si je puis dire. Nous allons aller à l'EAMEA, donc l'école des applications militaires de l'énergie atomique. Je vous propose de regarder le petit sujet. Je suis le maître Anne-Marie, j'ai 31 ans et je suis élève à l'école atomique de la Marine nationale à Querqueville. Je me suis engagée à l'âge de 23 ans. J'ai eu un bac général scientifique. J'ai une licence professionnelle dans le domaine de la chimie et de l'environnement. Et quand j'ai vu en fait, qu'il y avait cette spécialité-là qui existait dans le domaine du nucléaire, ça m'a intéressée, je me suis renseignée et je me suis dit que c'était un parcours qui m'intéressait parce que ça sortait vraiment de ma zone de confort et ça offrait plein de possibilités après pour sa propre carrière dans le militaire. Et je trouvais le domaine, et il l'est toujours pour moi, il est passionnant. Donc les propriétés nucléaires, ça vient du noyau, les propriétés chimiques, ça vient du nombre d'électrons et donc du nombre de protons. La durée de la formation est longue. On commence par 5 mois de cours et à la fin de ces 5 mois de cours, on termine par du coup les oraux, ce qu'on appelle les oraux de mi-cours, où on valide en fait donc ces mois d'études pour continuer après notre formation. Et ensuite, cette somme-là, on va y rajouter également la dose par rapport au facteur de pondération radiologique qu'on a vu précédemment dans le cours. Quand je me suis engagée, du coup, il y a plus de bientôt 9 ans, j'ai toujours voulu être chimiste sur le porte-avions Charles de Gaulle. Là, j'en suis arrivée qu'au 2e niveau, c'est-à-dire que si je réussis tout le parcours dans ce domaine du nucléaire, je serai opérateur KR, donc opérateur réacteur sur le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, donc la puissance du cœur est de 15%. Donc je suis pas loin de rejoindre mon ambition, mais pour l'instant, je n'ai pas changé depuis mon début dans la marine. Donc mon ambition, ça reste devenir chimiste sur le porte-avions Charles de Gaulle. Alors cette école, qu'est-ce qu'elle représente pour vous et pour la marine en général? Alors cette école, elle représente d'abord pour moi une expérience, parce que je suis allé dans cette école, j'y ai passé peu ou prou avec quelques absences de stage et autres expériences 18 mois en tant qu'élève, bien sûr, puisque cette école, c'est le creuset de la formation nucléaire de la marine et des armées,
tous les spécialistes du nucléaire des armées passent dans cette école. Et c'est un outil absolument inégalé qui pourrait faire des envieux parce qu'il donne une culture et des connaissances et des compétences communes, solides à l'ensemble des militaires et en particulier des marins qui sont évidemment les élèves les plus nombreux dans le domaine du nucléaire. Et donc cette école, c'est un des deux piliers de notre compétence et de ce qu'on appelle la culture de sûreté des marins, c'est la formation, la compétence d'une part, et puis d'autre part l'expérience sur les bateaux, comme on a vu tout à l'heure Victor qui se prépare à devenir atomicien. Eh bien, cette école, c'est vraiment un élément fondamental de notre compétence, de notre capacité à mettre en œuvre nos installations, à savoir traiter des situations particulières, répondre à des contextes opérationnels, etc. Le AMEA est au cœur du modèle RH de la marine pour la filière nucléaire. Quels sont les grands enjeux RH de cette filière? Alors, le AMEA, elle est au cœur parce qu'elle est au début. C'est-à-dire quand on prend un marin, qu'on va le transformer en atomicien, il va à l'école atomique. Donc évidemment, l'école atomique, elle voit passer tout le monde, donc elle est un peu à la fois le fondement, le début, elle a la vision parce qu'elle projette les marins sur différents niveaux de formation, parce qu'ils reviendront à l'école atomique. Donc aujourd'hui, un des enjeux principaux auxquels la marine est confrontée pour le nucléaire, c'est de faire connaître ce métier, d'attirer les marins et ceux qui sont à l'extérieur. Évidemment, la question du recrutement et dans le contexte actuel et de la concurrence avec le nucléaire civil se pose. Pourquoi venir faire du nucléaire dans la marine alors qu'il y a du nucléaire dans le civil? Et donc, évidemment, l'EMEA a un grand rôle à jouer en la matière et l'EMEA innove puisqu'elle vient de débuter une formation particulière qui est un BTS de maintenance et d'exploitation nucléaire. Et on espère que c'est le début d'une impulsion fondatrice pour la suite, pour les années qui viennent. Alors justement, par rapport à cette filière, ce nouveau BTS à Cherbourg, qui va être internalisé à la marine, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu? Pourquoi en fait faire ce choix? Alors pourquoi faire ce choix? Parce que la question qui se pose, c'est d'aller chercher les futurs atomiciens le plus en amont possible. Et donc, le recrutement classique de la marine, c'est le service de recrutement de la marine, les centres d'information de recrutement des forces armées. L'avantage d'avoir mis en place une formation de ce type, c'est qu'on se connecte à des dispositifs de formation existants, puisque la marine donc, est apparue sur la plateforme Parcoursup pour les bacheliers. Et donc, elle va chercher des bacheliers par un affichage donc de cette formation pour l'ensemble des 600 ou 700 000 bacheliers qui donc ont cette information, cette capacité à pouvoir s'inscrire à l'école atomique. Et donc ça a été pour la première année un grand succès puisque on avait pour la première année on visait un recrutement de 15 candidats, on a eu 150 candidats. Donc on en a bien recruté 15, mais on a eu un attrait très important, ce qui est de bonne augure pour la suite, puisqu'on compte élever un peu notre rythme de croisière. Voilà. Passer à une classe de 24 élèves, puis ensuite éventuellement mettre en place un autre dispositif de formation avec une autre classe de ce type, également à Cherbourg. Et là on parle d'un partenariat avec l'Éducation nationale, Absolument. Bien entendu. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a eu des réflexions sur la manière de recruter ces futurs marins. Le choix a été fait de les recruter comme marins. Et donc, ils ont un parcours dans un lycée civil à Cherbourg, qui est le lycée Tocqueville. Et ils sont marins. Donc, ils vivent sur un site de la marine. Ils sont habillés en marin, ils ont un statut de marin, et donc on les forme aussi également sur ce métier de marin de façon un peu plus large, dans des périodes adaptées dans leur cursus. À votre avis, que faut-il pour être un bon atomicien? Pour être un bon atomicien, il faut quand même être un peu scientifique. C'est quand même une exigence de base, mais les marins sont scientifiques. Les moyens, les équipements de la marine sont techniques, et donc, je dirais, ce n'est pas une surprise.
Ensuite, il faut avoir une bonne dose d'exigence personnelle, parce que le parcours est exigeant lui-même, il est techniquement ambitieux, il a une certaine durée. C'est un parcours qui va confronter les élèves à la fois des tests théoriques puis des tests pratiques. Donc il faut avoir de la volonté, de la continuité, et puis il faut avoir l'envie de travailler en groupe, en collectif, puisque on n'est jamais atomicien tout seul, on est toujours dans une équipe. C'est la force de ce qu'on a sur tous les bateaux de la marine. Donc il faut avoir envie de fréquenter les autres, travailler les autres. Et puis il faut avoir envie, pour être un bon atomicien, je dirais, de s'inscrire un peu dans la continuité d'un parcours. Un atomicien, on voyait tout à l'heure Anne-Marie qui débute son parcours par une formation d'opérateur réacteur, qui se projette déjà un peu plus tard dans une fonction de chimiste. Eh bien, elle a cette envie d'aller au plus loin possible, et c'est l'opportunité qu'offre la marine, qui est un peu entre guillemets l'ascenseur de fonction. C'est pas vraiment de l'ascenseur social, mais c'est une capacité à évoluer professionnellement en rentrant au niveau du bac, et un jour, potentiellement, à être dans une fonction d'officier, d'ingénieur de quart sur un bateau. Et de se projeter. Et de se projeter. Donc ça, effectivement, c'est du temps long quand même, parce qu'un parcours comme ça, c'est 15 ou 20 ans. Donc il faut avoir cette envie-là pour être un bon atomicien. Alors, Amiral, l'émission touche à sa fin. Avant qu'on se quitte, est-ce que je vous laisse le mot de la fin? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Peut-être quelque chose dont on n'aurait pas parlé, vous n'auriez pas abordé? Eh bien, écoutez, moi je dirais, en mot de la fin, je répéterai ce que je vous dirais, ce que je vous avais dit, la marine est nucléaire. Il y a des tas d'opportunités à saisir. C'est une formation exigeante, mais donc satisfaisante. C'est épanouissant de faire ce métier-là. Donc je dirais à tous nos jeunes amateurs de médias sur la marine, renseignez-vous, venez nous voir, et certainement vous découvrirez des métiers passionnants. Amiral, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé un peu plus sur ce sujet qui peut paraître complexe. Pour nous quitter, je vous propose quelques images à bord du porte-avions et du sous-marin SNLE Le Terrible. Merci beaucoup et bon vent. Merci Bruno. À bientôt.